Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire une petite révision sur la partie de la chimie. Car dans cette année, on va attaquer les réactions chimiques, l'évolution des systèmes chimiques. Donc pour cela, il faut rappeler quelques grandeurs telles que la quantité de matière, donc comment déterminer la quantité de matière, puis on va rappeler le tableau d'avancement, puis la conductance et la conductivité. Ensuite on va parler des réactions d'oxydoréduction et enfin on va parler ou traiter le dosage direct. Donc premièrement, comment déterminer la quantité de matière d'un réactif ou d'un produit. Donc la quantité de matière d'un corps pur, solide ou liquide. Donc pour déterminer la quantité de matière d'un corps pur, soit en utilisant une balance pour calculer, pour déterminer sa masse, ou utiliser l'ivraie pour déterminer le volume. Donc la formule pour calculer, pour déterminer la quantité de matière, donc la première formule, la quantité de matière égale la masse du corps sur la masse molaire. La masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol. On peut aussi déterminer la quantité de matière à partir du volume, comme vous savez que la masse égale ρ fois V, car ρ égale m sur V. Donc cette expression devient la quantité de matière égale ρ fois V sur m, avec ρ la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc le volume doit être utilisé en centimètre cube. On peut utiliser une autre expression contenant la densité d'un solide ou d'un liquide. Donc cette expression devient D, la densité, fois ρ0, la masse volumique de l'eau, fois V sur la masse molaire. Donc toujours les unités, la densité 100 unités, ρ0, la masse volumique de l'eau en grammes par centimètre cube, le volume en centimètre cube. Donc voilà les unités utilisées dans ce cas. La masse en grammes, la masse molaire en grammes mol moins 1, le volume en millilitres qui est le centimètre cube, la masse volumique en grammes par centimètre cube, la masse volumique de l'eau en grammes par centimètre cube et la densité sans unité. Passons maintenant à la détermination de la quantité de matière d'un corps gazeux, d'un gaz. Donc pour déterminer la quantité de matière d'un gaz, on peut utiliser les mêmes expressions précédentes, les deux expressions précédentes, N égale M sur M égale ρ fois V sur M, mais il y a une autre formule plus facile à utiliser qui est le volume sur le volume molaire. Donc la quantité de matière d'un gaz est calculée facilement à partir de la relation suivante, le volume du gaz sur le volume molaire. Le volume en litres, le volume molaire en litres mol moins 1. Il y a aussi une autre expression à partir de la relation des gaz parfaits. La quantité de matière d'un gaz égale la pression de ce gaz fois le volume sur R, la constante des gaz parfaits, fois la température absolue. Donc les unités utilisées dans cette expression, la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la température en Kelvin, et R, la constante des gaz parfaits, égale 8,314 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Passons maintenant à la détermination de la quantité de matière d'une espèce en solution de concentration C et de volume V. Donc une solution de concentration C et de volume V contenant une espèce chimique de concentration C. Donc la quantité de matière de cette espèce chimique égale C fois V. La quantité de matière égale C fois V. Cette relation est utilisée dans le cas des solutions moléculaires lorsqu'on dissout une molécule dans un solvant.
la quantité de matière N, C en mol par lettre, V en lettres. La quantité de matière d'un ion dans une solution ionique. Donc une solution ionique s'écrit sous la forme A M B plus AQ plus B XA moins AQ de volume V et de concentration C. Donc quelle est la quantité de matière de l'ion Mb plus et celle de l'ion XA moins? Donc la quantité de matière de Mb plus, c'est A, le coefficient A, fois C fois V. La quantité de matière de M, c'est A fois C fois V. Et la quantité de matière de XA-, c'est B fois C fois V. Exemple. La solution de sulfate d'aluminium 2Al3 plus 3SO4 si cette solution a une concentration C et un volume V, alors la quantité de matière de Al3 plus c'est 2 fois C fois V et la quantité de matière de SO4 c'est 3 fois C fois V. Passons maintenant à l'évolution d'un système chimique ou le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement. On considère la réaction chimique d'équation suivante A plus B qui nous donne C plus D. A et B des réactifs, C et D des produits, A, B, C, D, les petits A, B, C, D, les coefficients stöchiométriques. Quelle est la signification de cette équation chimique? Donc, macroscopiquement, si la quantité de matière disparaît de grande A et A mol, alors la quantité de matière réagit de B, c'est B mol. Et la quantité de matière produite de C, c'est C mol. Et la quantité de matière produite de D, c'est D mol. Exemple. Par exemple, si on a l'équation suivante, 2A plus 3B nous donne 4C plus D, cette équation signifie que chaque deux molécules de A, ou deux ions, réagissent avec 3 molécules de B pour donner 4 molécules de C et une molécule de D. Et on peut macroscopiquement, si il y a transformation ou disparition de 2 moles de A, il y a aussi la disparition de 3 moles de B et l'apparition de 4 moles de C et 1 mole de D. Le tableau suivant représente le tableau d'avancement de la réaction. Ce tableau montre les quantités de matière des espèces chimiques aux différents états du système, c'est-à-dire l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, le tableau d'avancement s'écrit sous cette façon. L'équation chimique, l'état du système, état initial, l'état intermédiaire ou en cours de réaction, l'état final, l'avancement et les quantités de matière en mol. Dans cette case, ici, on a la quantité de matière initiale de A. Ici, la quantité de matière initiale de B. Ici, la quantité de matière initiale de C, la quantité de matière initiale de D. Dans l'état intermédiaire, voilà, cette expression, c'est la quantité de matière restante de A à l'état intermédiaire. Et celle-là, c'est la quantité de matière restante de B à l'état intermédiaire. Et celle-ci, c'est la quantité de matière produite de C à l'état intermédiaire, etc. Et à l'état final, c'est la quantité de matière restante de A, la quantité de matière restante de B, la quantité de matière produite de C et la quantité de matière finale de D. Ce X-là s'appelle l'avancement de la réaction. Quelle est l'expression de ce grandeur-là, ou cette grandeur-là, en fonction des quantités de matière initiale et quantité de matière à un instant T. Donc, d'après le tableau, on tire que X égale la quantité de matière initiale de A moins la quantité de matière de A à l'instant T sur le coefficient,
égale la quantité de matière initiale de B moins la quantité de matière de B à l'instant T sur le coefficient, égale la quantité de matière de C à l'instant T sur le coefficient, égale la quantité de matière de D sur le coefficient. Donc X, c'est la quantité de matière disparue sur le coefficient et égale la quantité de matière formée sur le coefficient. L'avancement X, c'est la quantité de matière disparue sur A, sur le coefficient, et la quantité de matière produite sur le coefficient. Donc X est donné en mol. L'avancement maximal. Qu'est-ce que ça veut dire l'avancement maximal? L'avancement maximal, c'est la valeur maximale de X. L'avancement maximal est la petite valeur de l'avancement pour laquelle la quantité de matière de l'un des réactifs est nulle. Ce réactif est appelé réactif limitant. Donc le réactif limitant, donc l'avancement maximal est la petite valeur de l'avancement pour laquelle la quantité de matière de l'un des réactifs est nulle. Xmax est déterminé par la formule suivante. La quantité de matière initiale du coefficient du réactif A sur A et la quantité de matière initiale de réactif B sur B, la valeur inférieure entre ces deux grandeurs. Donc CNIA sur A inférieur à NIB sur B, X max égale NIA sur A. Et A, le réactif limitant. Et l'inverse, si NIB sur B est inférieur à NIA sur A, dans ce cas, X max, c'est NI de B sur B et le réactif limitant, c'est B. Remarque. On peut déterminer l'avancement maximal à partir de la quantité de matière d'un produit ou d'un réactif. C'est la quantité de matière finale. La quantité de matière finale d'un produit ou d'un réactif, c'est la réaction est totale. Donc on peut déterminer l'avancement maximal à partir de la quantité de matière finale d'un produit ou un réactif si la réaction est totale. Donc X max, c'est la quantité de matière initiale du produit moins la quantité de matière finale du réactif moins la quantité de matière finale de ce réactif sur A et égale aussi la quantité de matière finale du produit sur le coefficient, la quantité de matière finale du produit D sur le coefficient. La première remarque. La deuxième remarque, si la quantité de matière initiale de A sur A égale la quantité de matière initiale de B sur B, on dit que le mélange est stoichiométrique. Mélange stoichiométrique, c'est la réaction est totale. À la fin de la réaction, les deux réactifs, les quantités de matière des deux réactifs sont nulles. Passons maintenant à la conductance et la conductivité. Donc la conductance G. Donc on considère une solution électrolytique, une solution ionique, à l'aide d'un GBF, un voltmètre et un ampèremètre. On étudie l'évolution de la tension en U en fonction de l'intensité I. On trouve que la portion de la solution comprise entre les deux électrodes vérifie la loi d'Ohm suivante. La loi d'Ohm, U égale R fois I. R, c'est la résistance de la partie de la solution entre les deux électrodes. Ou I égale G fois U avec G, la conductance. G, la conductance de la partie de la solution comprise entre les deux électrodes. Donc l'unité de G, c'est le Siemens, ou l'unité de R, la résistance, c'est l'ohm. Remarque, dans cette expérience, on utilise un GBF à la place d'un générateur de tension continue pour éviter le phénomène de l'électrolyse, c'est-à-dire l'apparition ou la disparition d'autres ions. Les grandeurs qui influencent la conductance. Donc les grandeurs qui influencent la conductance. Donc quelles sont les grandeurs
qui change la conductance ou qui provoque un changement de la conductance, c'est on remplace ou on change ces grandeurs. Donc les grandeurs qui influencent la conductance, c'est la surface immergée, la surface introduite dans la solution, la distance entre les deux électrodes, la concentration de la solution, la nature des ions, la température et l'état de surface des électrodes, la porosité, le polissage, etc. Donc les électrodes qui contiennent les électrodes qui sont lisses et les électrodes qui contiennent des pores, c'est-à-dire des trous. Dans ce cas, si on utilise deux électrodes des mêmes conditions, mais la porosité différente, on trouve deux valeurs de G différentes. La conductivité. La conductance G est proportionnelle au quotient S sur L, avec S la surface émergée et L la distance entre les deux électrodes. Donc G proportionnel au quotient, c'est-à-dire que G égale une constante fois ce quotient. Donc G égale une constante sigma fois S sur L. G égale une constante sigma fois S sur L. Cette constante sigma, c'est la conductivité de la solution. La conductivité de la solution. Donc la première partie, on a dit la conductance de la partie comprise entre les deux électrodes, mais sigma, on dit que c'est la conductivité de la solution. La conductivité de la solution est égale à la conductivité d'une partie de la solution. Donc la conductivité de la solution en Siemens mètre moins 1, car S est en mètre carré et L en mètres, s'appelle la conductivité de la solution. Remarque, le quotient S sur L ou bien L sur S dépend de la cellule. Donc de mesure, on l'appelle la constante cellule. Donc si on prend que la constante cellule K égale L sur S, dans ce cas, G égale sigma sur K. Si on prend la constante cellule K égale S sur L, dans ce cas, G égale sigma fois K. Donc la principale relation, c'est G égale sigma fois S sur L. Et d'après l'unité de K, on peut soit utiliser G égale sigma fois K ou G égale sigma sur K. Les grandeurs qui influencent la conductivité sigma. Donc la conductivité sigma dépend de la concentration, la nature des ions et la température. Donc trois grandeurs qui influencent la conductivité. La conductivité d'une solution est donnée par la formule suivante. Sigma égale la somme des lambda I XI, c'est-à-dire lambda de l'ion 1 fois sa concentration, plus lambda du deuxième ion fois sa concentration, plus etc. lambda n fois xn. Qu'est-ce que ça veut dire lambda I? Lambda I, la conductivité ionique molaire de chaque ion présent dans la solution. Présent dans la solution. Il y a les ions présents. Tous les ions présents participent à la conductivité. Son unité, c'est Siemens mètre carré mol moins 1. Xi, c'est la concentration molaire de chaque ion en mol mètre moins 3. Donc, faites attention à l'unité de la concentration dans l'expression de sigma. La concentration est donnée en mol par mètre cube.